Le blanc. Blanc, c'est quoi déjà? Oui! Alors, je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bon retour. On s'est déjà rencontrés ici, à la dernière session. Et je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes. Vous connaissez la recette. Je vais vous indiquer à la fin de votre exposé, lorsqu'on s'approchera de la conclusion. Et par la suite, nous aurons une période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite à prendre parole et à tout d'abord vous présenter. Allez-y. Alors, merci. Je suis Michel Leblanc. Je suis le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et comme vous l'entendez, je sors d'une sinusite. Excusez la voix. Quelques mots rapidement sur la Chambre de commerce. C'est une organisation qui a près de 200 ans, 7500 membres. C'est le plus important organisme privé qui appuie le développement économique au Québec. Nous avons été actifs depuis maintenant de nombreuses années, plus de 10 ans, sur le dossier de l'immigration. Et nous avons participé à toutes les consultations et nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté de nous entendre. Notre présentation aujourd'hui lance un message important, selon nous, qui est de se baser sur les signaux du marché pour élaborer la planification de l'immigration. Mais je vais commencer peut-être différemment des prédécesseurs qui sont passés ici, en disant que, selon l'estimation que nous avons présentement, on est possiblement à l'aube d'un âge d'or économique du Québec. Il faut vraiment regarder les chiffres, regarder ce qui se passe. Le PIB du Québec et de sa métropole est à la hausse, c'est nettement supérieur à ce qu'on retrouve dans le reste du Canada depuis 2 ans. Le taux de chômage est nettement inférieur. Celui de Montréal est le plus bas en 40 ans, inférieur à celui de Toronto. Depuis février, la croissance des salaires moyens au Québec est de 5 points de pourcentage, 5 %, ce qui est plus élevé que dans le reste du Canada. Les entreprises investissent. Dans la région de Montréal, il y a 154 chantiers de plus de 20 millions de dollars, ce qui représente 40 milliards de dollars au moment où on se parle en investissement dans la grande région de Montréal. Montréal International a connu une année record, 2,5 milliards d'investissements pour 60 projets. Le port de Montréal est en croissance. Ils annonçaient une expansion majeure du côté de Contrecœur et avec les accords de libre-échange, tout laisse croire que ça va se poursuivre. Les touristes affluent. On a des nombres records pas obtenus depuis 1967, l'année de l'Expo, et Aéroport de Montréal a des années records. C'est une situation extrêmement positive, mais le premier message que je viens lancer, là, c'est que ça pourrait s'accélérer, ça pourrait être encore meilleur. Les indicateurs dans le privé sont extrêmement positifs. Les indices de confiance sont élevés. Les intentions d'investir sont robustes. Le gouvernement lui-même est très ambitieux. Je rappelle que le premier ministre est déterminé à atteindre une croissance économique telle que nous puissions un jour ne plus recevoir de péréquation. Quand vous faites les mathématiques, ça exige un taux de croissance de notre économie extrêmement élevé dans les prochaines années. Le ministre Fitzgibbon est très actif. Il incite les entreprises à investir, à accroître leur productivité. Il veut accroître les exportations. Il a amorcé une restructuration importante du dispositif de développement économique et donné un mandat ambitieux au nouveau président d'Investissement Québec. Et il soutient quelque chose qui est assez exceptionnel, qui est le déploiement sur Montréal d'une expertise incroyable en intelligence artificielle qui risque de nous donner, dans l'avenir, des entreprises extrêmement performantes parmi les meilleures innovatrices au monde. Le ministre Roberge met des efforts énormes pour améliorer notre système d'éducation. Il veut aider les jeunes à bien choisir leur domaine de formation et à s'assurer qu'ils vont jusqu'au bout pour obtenir leur diplôme. Il favorise un meilleur arrimage entre les cursus de formation et les besoins du marché du travail et il veut renforcer le dispositif de formation continue. Les finances publiques sont en ordre, il y a des marges de manœuvre importantes et le ministre des Finances, M. Girard, a clairement dit qu'il voulait s'en servir pour accélérer la croissance économique du Québec. Vous-même, M. le ministre, vous avez pris 2 décisions extrêmement importantes de notre réussite économique. L'adoption de la plateforme Arrima, qui nous assurera un des meilleurs arrimages au monde entre les bassins d'immigrants et les besoins du marché du travail, et la mise en place, annoncée il y a quelques jours, d'un processus d'accompagnement personnalisé des immigrants pour s'assurer qu'on les accompagne durant tout leur parcours. Il reste une 3e décision importante, Monsieur le ministre, à prendre, et c'est combien d'immigrants nous allons accueillir au cours des prochaines années. Cette décision est très importante. Vous avez entendu plusieurs organismes venir. Il y a des besoins majeurs en main-d'œuvre, que ce soit du point de vue des entreprises et les représentants de ces entreprises ou dans les régions et les représentants des régions. Il y a 120 000 postes à combler, en fait plus de 120 000. C'était le chiffre au début de l'année 2019. C'est 9 000 postes de plus qu'un trimestre précédent. L'étude de la BDC sur les comportements et les intentions des entrepreneurs nous révélait
que 53 des entrepreneurs ont affirmé que le manque d'employés qualifiés limiterait leurs investissements. Je peux vous confirmer, vous avez eu des représentants régionaux que sur la région de Montréal, c'est la même chose qui se produit. Dans le secteur des TI, 44 000 postes sont à pourvoir d'ici 2021. Dans les autres secteurs, que ce soit en restauration, en aéronautique, en hôtellerie, les chiffres sont également très élevés. C'est à combler maintenant et au fur et à mesure que les départs à la retraite seront anticipés. 82 des entreprises manufacturières de la région signalent qu'ils ont des problèmes de recrutement au moment où on se parle. On le sait, la région métropolitaine déjà est normalement bien dotée en immigrants. 85 des immigrants au Québec résident dans la région de Montréal. Et on comprend que le gouvernement a dit, et on l'a même appuyé, dans sa volonté de s'assurer qu'il y a des immigrants qui vont en région. Le signal, c'est que ça ne doit pas se faire au détriment de la nécessité à Montréal de continuer d'accueillir des immigrants. Et donc, ça nous amène à dire que si on veut plus d'immigrants en région, ça veut dire qu'on en veut plus au total, et non pas en enlever dans la région de Montréal. Le mémoire qu'on vous a soumet plusieurs recommandations, dont un qui est une première série de recommandations qui vise à s'assurer que dans l'évaluation de la grille de sélection, on s'assure d'être très, très rapproché, très en phase avec les besoins du marché du travail et qu'on consulte les entreprises, qu'on consulte les organismes qui travaillent auprès de ces entreprises-là et qu'on le fasse 2 fois par année, ce qui nous permettrait de voir l'évolution et qu'une fois par année, on revise les critères pour s'assurer que ça correspond bien à l'évolution du marché du travail. Les avancées technologiques vont amener des modifications dans les besoins. Il faut les voir venir au fur et à mesure. Nous pensons aussi qu'il y a lieu d'insister pour que les ordres professionnels adoptent tous des meilleures pratiques. Certains ordres ont réussi à s'engager à reconnaître les diplômes les diplômes ou les compétences à l'intérieur de 12 mois. Et on pense que ça devrait être généralisé à l'ensemble des ordres professionnels. On pense aussi que dans le parcours d'accompagnement personnalisé, il faut tenir compte des initiatives existantes qui fonctionnent très bien. Là-dessus, je vais en illustrer 2 qui sont mises en œuvre par la Chambre, évidemment, Interconnexion dont on a déjà parlé, et J'apprends le français qui vise à travailler auprès des immigrants déjà à Montréal et qui maîtrisent mal le français. Ce qu'on pense, c'est que dans le parcours personnalisé, il existe des bonnes façons de faire qui ont été développées sur le terrain. On devrait les intégrer. Arrivons dans le vif du sujet, les seuils d'immigration. Suite à la diminution à 40 000, le gouvernement a proposé de remonter ce nombre à entre 49 500 et 52 500 d'ici 2022. Ces chiffres-là ne sont pas très différents de ce qu'on a observé au cours des 3 dernières années, 2016, 2017, 2018, qui correspond grosso modo à entre 51 000 et 53 000. Durant cette période-là, a commencé à poindre les postes vacants, les postes non comblés, qui, comme je le rappelle, dépasse 120 000 postes vacants. Et on pense qu'avec ces chiffres que le gouvernement met de l'avant, on ne va pas réussir à combler tous les postes, que le nombre de postes vacants va aller en croissance. Les effets du vieillissement et des départs à la retraite vont s'accentuer. Et je le disais d'entrée de jeu, il y a une croissance économique extrêmement vigoureuse et on veut qu'elle le demeure. Ce qui nous amène à redire ce qu'on a dit depuis maintenant près de 6 ans, qu'on pense que le Québec devrait accueillir et devrait cibler devrait, en fond, se fixer comme objectif d'accueillir 60 000 immigrants par année dans un premier temps. C'est, selon les chiffres qu'on a vus, une façon d'empêcher que le nombre de postes vacants augmente, donc d'accompagner les entreprises dans leurs besoins. On pense que ce chiffre-là, ultimement, de 60 000, va être inférieur à ce qu'on devrait viser, qui est de maintenir dans le Canada notre poids démographique, qui correspond à ce moment-là à s'assurer qu'on reste à 23 %. Selon nos calculs, ça veut dire qu'éventuellement, on devrait être en mesure d'accueillir 78 000 immigrants par année. C'est une charge importante. C'est une charge d'intégration. C'est une charge qui devrait exiger de nous qu'on est capable de s'assurer qu'ils ne restent pas tous à Montréal. Et c'est dans cette optique-là qu'on le fait. L'objectif, c'est qu'ils aillent sur l'ensemble du territoire du Québec, qu'on en aille plus et qu'on les intègre bien. On pense également qu'il faut augmenter la proportion des immigrants économiques dans le bassin d'immigrants qu'on accueille. Au Canada, présentement, ce chiffre-là correspond à 55 %. On pense qu'on devrait passer à 65 %. Et on pense que vous avez bien fait, Monsieur le ministre, d'entamer des discussions sérieuses avec le gouvernement fédéral pour accroître le nombre de travailleurs temporaires, de travailleurs qui ont un statut temporaire. On pense également que vous avez bien fait de dire que vous alliez rétablir le plus rapidement possible le programme d'expérience québécois qui a été suspendu pour permettre d'examiner les dossiers qui étaient déjà en traitement.
Ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous appuyer si vous avez besoin de ressources additionnelles. Ça n'a pas de sens d'avoir l'impression que le ministère a des limites sur le nombre de dossiers qu'il peut traiter, alors que les besoins des entreprises sont extrêmement criants. On pense qu'il y a des façons de le faire qui vont nécessiter plus de ressources et on vous appuiera. Le secteur privé est très clair là-dessus. Je conclue en disant ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons devant nous une possibilité unique. Le Québec pourrait connaître un âge d'or économique exceptionnel. Nous devons saisir cette opportunité, mais pour y arriver, nous aurons besoin de davantage de bras et de cerveaux. En conclusion. Et en conclusion, ma dernière ligne, nous sommes d'avis qu'hausser significativement les seuils d'immigration est présentement un acte de nationalisme économique. Merci. Merci, M. Leblanc, pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange avec vous, M. le ministre, pour le parti formant le gouvernement. Merci. La parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. M. Leblanc, bonjour. Merci de venir en commission parlementaire nous présenter votre mémoire. Parlons des autres professionnels. Vous dites dans le mémoire, écoutez, à l'intérieur d'1 an, il devrait y avoir un processus permettant aux gens d'acquérir leur mise à niveau ou les études supplémentaires ou le stage. Je suis d'accord avec vous sur l'importance de faire en sorte que les formations soient disponibles, parce que souvent, ça, c'est une des réalités qu'on constate, là. La personne, supposons, elle a une équivalence à faire, un cours à suivre, mais le cours n'est pas disponible. Ou il faut faire le cours sur 3 ans, supposons, alors que la personne a le 3/4 de son parcours qui est conforme aux exigences. 1 an pour dans toutes les situations ou... Alors, je pense que c'est une question importante. Moi, je veux rendre hommage à 2 organisations qui, d'après nous, ont fait un excellent travail, l'Ordre des ingénieurs et l'Ordre des comptables agréés. Dans le cas des ingénieurs, ils se sont fixés comme objectif que 75 % des applicants aient leur reconnaissance à l'intérieur de 9 mois. Alors, c'est inférieur à l'année. Et le 75 % ça dit exactement ce que vous venez de dire, c'est pas 100 % L'objectif pourrait être de dire qu'ils ont des permis de travail avec des limites, mais qu'ils puissent gagner leur vie dans leur domaine rapidement. Et donc, ce n'est pas nécessairement de dire qu'après 9 mois ou après 1 an, vous pouvez faire tout ce qu'un permis normal ou une accréditation normale permettrait de faire, mais ça permettrait de les asseoir dans leur domaine de compétences, de leur permettre de travailler, de développer leur réseau et au besoin d'aller chercher quelques cours ou quelques connaissances qui prendraient un peu plus de temps. L'idée, c'est de ne pas les perdre dans d'autres secteurs parce qu'ils doivent gagner leur vie, mais de leur permettre rapidement d'être rattachés à leur secteur. Et on pense que les autres professionnels, certains innovent, certains trouvent des solutions, mais d'autres se traînent un peu les pieds. Bien, ça, je suis d'accord avec vous. Puis c'est un des objectifs aussi qu'on a, que dès l'étranger, la personne puisse déjà entamer son processus de reconnaissance, puis qu'elle sache ce à quoi en fait, où elle devra s'inscrire, pendant combien de temps, tout ça. Lorsque vous dites, supposons pour des professions avec des actes réservés ou un champ de pratique, vous dites, bien, écoutez, on pourrait limiter le champ de pratique quand la personne n'a pas fait ses équivalences, sauf que avez-vous des exemples de champs de pratique qui pourraient être limités parce que il n'y a pas toujours le syndic qui est en arrière pour vérifier si la personne ne fait pas des actes qui sont réservés pleinement, là? Ça pourrait être qu'il y a une nécessité de travailler avec quelqu'un qui a l'accréditation complète et qui peut contresigner ou qui peut compléter. Ça pourrait être certaines fonctions ou certaines tâches qui sont limitées. Les domaines sont nombreux. Là. On peut être en pharmacie, on peut être en génie, on peut être dans bien des secteurs. Alors, ça serait à eux de déterminer comment ils peuvent séparer certains actes d'autres actes. Mais ce que je dis, c'est que ce que je comprends, c'est que ça peut se faire. Et ce que je comprends, c'est que c'est le meilleur moyen de les garder dans leur secteur plutôt que de dire attendez 2 ans ou attendez même 1 an. S'ils peuvent rapidement travailler dans ces domaines-là. Et à travers l'interconnexion, c'est ce qu'on observe. Notre programme vise à rattacher des immigrants qualifiés à leur domaine de compétences alors qu'ils n'ont jamais eu d'emploi dans ce domaine-là. Et dans bien des cas, ils comprennent qu'il y a un petit élément de formation qu'ils ont à aller chercher, mais on ne leur avait jamais vraiment dit et donc il y avait décroché de leur secteur. Donc, ça serait à demander aux ordres comment pourriez-vous permettre à des immigrants qualifiés de travailler dans leur domaine de qualification durant ou après 1 an, et là, de regarder quelles réponses ils vous fournissent. OK. Sur la question de la régionalisation, dans votre mémoire, vous dites qu'il y a des besoins à Montréal aussi. Il
faut pas que ça soit au détriment de Montréal, la régionalisation. Par rapport au nombre de personnes immigrantes que l'on accueille, il y a des choix à faire quand même. Peut-être que vous me direz, bien, si on est à 60 000, on aura moins de choix à faire que si, supposons, on est à 52 000 en fin de période. Dans l'optique où on est avec la proposition gouvernementale, comment vous voyez ça, la régionalisation? Bien, je pense qu'il y a deux variables sur lesquelles on peut jouer. Il y a le nombre, vous venez de le dire. Si on en accueillait énormément, bien, à ce moment-là, ça ne se ferait jamais au détriment de Montréal. Je pense qu'on pourrait aussi, dans la grille de critères, mettre des critères qui reconnaissent l'intention, le désir de la part d'immigrants d'aller en région. On pourrait surpondérer des immigrants qui viennent de régions ou qui viennent de villes qui ne sont pas des capitales ou des métropoles, donc qui sont déjà habitués de vivre dans des espaces, des villes plus petites. Il y a des façons d'identifier la probabilité que des immigrants soient tentés d'aller en région et d'avoir des mécanismes pour le faire, mais c'est juste, on le revient, c'est que si on veut des immigrants qui vont en région et qu'on ne veut pas pénaliser l'économie de Montréal, bien, il faut aussi augmenter les seuils, et c'est ce qu'on préconise. Mais êtes-vous d'accord avec le fait de prioriser les offres d'emploi en région? Non. Okay. Non, parce qu'une entreprise est une entreprise, une création de valeur est une création de valeur. Et je comprendrais mal qu'on dise à une entreprise de Montréal, dans ta croissance, toi, tu ne peux pas aller plus loin parce que tu n'es pas en région et tu ne peux pas embaucher ou accueillir. Je ne comprends pas comment on pourrait dire ça à un entrepreneur de Montréal. Mais à ce moment-là, comment on va faire pour la régionalisation? Parce que dans le fond, vous savez, en fait, on a un défi. Puis de tout temps, là, Montréal a toujours été plus attractif que, supposons, les régions. On fait face à une situation où, dans certaines régions, c'est la mise en péril des entreprises. Vous allez me dire, bien, c'est la même chose dans la région de Montréal, sauf qu'il y a toute la vitalité du territoire aussi qui rentre en ligne de compte. Comment est-ce qu'on peut réconcilier tout ça? Là? Puis je suis d'accord avec vous, là, il y a des besoins autant dans la région métropolitaine de Montréal qu'en région. Mais on augmente le nombre. C'est la conclusion logique. Les besoins sont là. Ils sont partout sur le territoire. Les entrepreneurs, présentement, il faut réaliser que c'est beaucoup de la PME qui a peu de redondance à l'interne et qui, là, présentement, rate des contrats, rate des clients et qui appelle et qui est là en disant « c'est le rêve de ma vie qui commence à s'effondrer. J'ai toujours voulu avoir ce client-là, puis là, je ne peux pas le prendre. » Alors, moi, je vous dis, le grand défi qu'on a, puis je suis convaincu qu'on va y arriver. Moi, je vous le dis, là, on peut avoir des discussions entre nous, mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, les cas vont sortir. Et il y a des gens qui veulent venir chez nous, il y a des gens qui vont vouloir appliquer par Arima, puis il y a des besoins réels d'entreprises ici, qui sont des beaux fleurons. Puis le ministre Fitzgibbon, le premier, va dire au premier ministre, si vous voulez que je vous livre la croissance économique qu'on s'est engagé à livrer aux Québécois, on a besoin de cette main-d'œuvre qui veut venir chez nous. Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres solutions que l'immigration pour combler la main-d'œuvre? Oui, ça c'est clair, mais je pense que ça ne sera jamais suffisant. On l'a dit, et je l'ai entendu, le ministre Boulet parler des travailleurs expérimentés. C'est clair que si on peut rattraper l'Ontario sur la rétention, ça va être un facteur important. J'ai parlé des jeunes, l'arrimage, la diplomation. C'est clair que c'est important. On va avoir de la formation continue à faire avec des gens qui vont voir leur travail, leur expertise devenir obsolète. Si on peut les garder puis les rentrer dans l'économie, dans d'autres domaines, ça va être très positif. Si on n'avait que le choc démographique, on aurait ce défi-là. Mais le défi qu'on a, c'est qu'on est dans un momentum de croissance exceptionnel. Là. Pas beaucoup de cheveux gris ici. Là, je vous dis, on n'a pas connu ça dans notre vie. Puis on n'a pas connu ça, à mon avis, longtemps avant même que certains d'entre nous naissent ici. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on traverse. Et si on rate cette opportunité-là, on va avoir un prix à payer. Puis ça va être une économie qui va retrouver un air de croissance beaucoup plus molle. Et puis... vous ciblez à 60 000 personnes immigrantes en fin de période. Est-ce que on a eu beaucoup de groupes communautaires qui sont venus avant vous et qui disent vous avez en fait le plan du gouvernement d'hausser à 65 % le nombre de personnes immigrantes qu'on accueille dans la catégorie économique. Vous préjudiciez les autres catégories. Et on accuse le gouvernement d'avoir une approche utilitariste. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Parce que ce dont vous nous invitez, c'est d'augmenter encore plus la catégorie économique. C'est quoi votre position là-dessus? Il y a la position du président de la Chambre de commerce qui dit que l'économie en a besoin, que nos entreprises en ont besoin.
La position de Michel Leblanc, c'est qu'on a un devoir moral, à ce moment-ci, dans le contexte planétaire, d'accueillir le plus de monde qu'on peut. Comme dans les années 30, on aurait eu ce devoir moral-là. J'ai l'impression, mais ça, c'est mon opinion personnelle, qui est qu'effectivement, en haussant les seuils et en haussant la proportion des immigrants économiques, on maintient un niveau assez élevé d'immigrants non économiques parce qu'on hausse les seuils. Mais c'est clair que moi, je partage la vision des gens qui disent qu'on est une terre d'accueil, une terre sur la planète présentement qui a des disponibilités en termes d'espace, en termes de momentum économique et qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Mais c'est mon opinion personnelle et non pas celle du président de la Chambre de commerce. OK. Je vous remercie. Je pense que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Oui, alors le député de Mégantic désire prendre la parole pour échanger avec vous, M. Leblanc. Merci, Mme la Présidente. Allez-y, 5 Bonjour, M. minutes. Leblanc. Bonjour. On parlait, là, vous voulez monter les seuils à 60 000 arrivées nouveaux immigrants. Pensez-vous qu'on a la capacité d'intégrer ces 60 000 immigrants-là là, de façon constructive? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse là-dedans. D'abord, je pense que le marché du travail est complètement différent de celui qui était dans le passé. Et donc, il va être capable d'absorber. Ensuite, avec la plateforme Arima, on va mieux les sélectionner qu'on le fait dans le passé en fonction des besoins. Donc, de ce point de vue-là, de l'intégration économique, je pense que la réponse est évidente. Ensuite, un des objectifs qui est la régionalisation va amener ces immigrants-là dans des bassins où l'intégration va se faire très naturellement. Et donc, le défi, c'est de le réussir. Mais c'est clair qu'en le réussissant, cette intégration-là va venir beaucoup plus facilement. J'imagine que des gens qui vont aller travailler aux îles vont rapidement s'intégrer dans la société des îles. Le dernier élément, c'est il y a sur Montréal des efforts majeurs qui sont faits. Je parlais de francisation, je parlais d'intégration professionnelle. Il y a une réalité présentement qui est que les immigrants à Montréal sont dans un environnement beaucoup plus réceptif. Des entreprises qui auparavant avaient toutes des CV de Québécois francophones qui ont étudié dans des endroits qu'on connaît, qui ont travaillé dans des entreprises qu'on connaît, ça fait des CV plus faciles à décoder puis à embaucher. Et présentement, ben ces CV-là, ils arrivent moins. Alors donc, il y a une beaucoup plus grande ouverture à dire, OK, tu as travaillé dans ton pays, tu as fait ça, je suis très heureux d'essayer avec toi, on travaille ensemble. Donc, cette intégration-là, elle est beaucoup plus facile, plus volontaire. Donc, je suis convaincu qu'on pourra les intégrer. Maintenant, et là, je vais vous le dire, si dans 4 ans ou dans 5 ans, on s'apercevait que c'est plus difficile, on retardera un peu. Mais le signal qu'on vous lance présentement, c'est que la volonté des entreprises, c'est d'embaucher, c'est d'intégrer, c'est de former, puis c'est de croître. On avait un problème d'intégration dans les dernières années, là. Donc, on pense être capable de remonter ça rapidement et d'être capable d'intégrer tout ce monde-là facilement. Bien, facilement, ça va prendre du travail. Comme toute société. Ce que ça veut dire, c'est de s'assurer que les cours sont disponibles, c'est de s'assurer que l'accompagnement est disponible. Et encore là, j'ai célébré la décision du ministre de faire un accompagnement personnalisé. Le gouvernement lui-même change ses façons de faire et les améliore. La société est prête à les accueillir, les entreprises en ont besoin. C'est la recette pour réussir. OK. Vous recommandez d'entreprendre une vaste effort de communication pour souligner l'importance de l'ouverture à l'immigration. Quelles sont les voies de communication utilisées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour diffuser ça? Alors, nous, dans cette campagne de communication-là, il y a 2 axes. Il y en a un qui est ici, appelons-le, entre nous au Québec. Et nous célébrons l'apport de l'immigration et on pense, comme Chambre de commerce, que ça doit se faire. On pense que tous les acteurs doivent le faire. Montrer à quel point nos immigrants qu'on accueille, qui sont compétents, font partie de la solution. Et on pense qu'à l'étranger, il faut aussi avoir une campagne. D'abord parce qu'il y a peut-être eu certains échos négatifs liés au projet de loi sur les signes religieux qui ont pu donner l'impression qu'on est une société moins ouverte. Mais deuxièmement, parce que la plateforme Arima vient changer les choses. Et on pense qu'à l'étranger, des immigrants qui veulent que ça se passe bien vont être intéressés d'apprendre qu'au Québec, avec la plateforme Arima, un immigrant va s'intégrer professionnellement presque immédiatement. Et ça devient donc un argument à l'étranger pour attirer les talents. Et on pense qu'à ce moment-ci, une grande campagne internationale pour montrer à quel point le Québec est ouvert aux immigrants, à quel point le Québec travaille à bien les intégrer avec une plateforme qui est performante, ça serait positif pour attirer ces immigrants-là. Vous mentionnez aussi que l'automatisation de certaines tâches peut augmenter la productivité de nos entreprises et de la main-d'œuvre pour l'avenir de notre travail. Vous indiquez aussi que l'automatisation ne remplace pas les besoins de main-d'œuvre, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de main-d'œuvre, d'ailleurs. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail cette affirmation et quel type d'emplois ne pourront pas être remplacés aussi par cette automatisation? Bien là, je ne suis pas un devin pour vous dire lesquels emplois ne seront pas remplacés.
Les spécialistes qu'on lit ou qu'on suit nous disent que ce qui est du domaine de l'ordre créatif, ce qui est du domaine du soin personnel, ce qui est du domaine de l'accompagnement des humains, risque d'être fait par des humains. Ce qu'on a observé dans le passé, c'est qu'avec des transformations technologiques importantes, il se crée des nouveaux besoins, des nouveaux emplois. Et les spécialistes nous disent qu'une bonne partie des emplois du futur, on ne les connaît pas présentement. Alors, c'est difficile de dire qu'est-ce qui va arriver. Et c'est pour ça qu'on disait dans nos recommandations qu'on doit s'assurer qu'on suit en temps réel l'évolution du marché du travail pour ajuster les critères. Parce que cette évolution-là va amener des transformations importantes. Donc, à suivre. Il reste 30 secondes au bloc d'échange. Vous dites aussi que ça va prendre plus de techniciens, de techniciens plus tard pour s'occuper de la main, pour répondre aux besoins du marché du travail. Ce qu'on pense, c'est que c'est à travers les consultations dont je parlais, les entreprises vont le révéler. Il y a des besoins d'expertise technique, des besoins d'expertise manuelle qui vont ressortir. Et c'est pour ça que si on fait bien les choses, Ariba va nous permettre de sélectionner ces immigrants-là en fonction de ces besoins et ça va être très efficace. Ça conclut le bloc d'échange. Merci. Maintenant, c'est le groupe formant l'opposition officielle qui prend la parole. Monsieur le député Denis Ligan, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Leblanc, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup pour la qualité de votre rapport, très bien documenté, avec des chiffres à l'appui et des études fiables. Je partage à 100% vos inquiétudes. Je reconnais en vous l'homme qui a à cœur le développement économique du Québec, le développement économique de la province du Québec. Et si on prend le temps de vous entendre aujourd'hui, c'est un cri d'alarme qui se rajoute à d'autres associations patronales. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Et je vous remercie au nom de ma formation politique. Vous avez soulevé un point très important que nous avons dit à plusieurs reprises depuis le début des travaux, que pour livrer un taux de croissance élevé, pour accroître la productivité et l'exportation internationale, ça ne prend de la main-d'œuvre. Le capital humain est très important dans cette équation. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que toujours les mêmes seuils, je dirais même pas d'ouverture. C'est quoi le signal qu'on envoie à la communauté d'affaires, selon vous? Bien, je pense qu'il y a eu un flottement, ce qui a amené, j'ai l'impression, une certaine insécurité dans la population et que le gouvernement actuel a essayé de corriger ces perceptions. Je pense qu'on est pris avec notre historique. Et notre historique, ça a été un historique de taux de chômage structurel élevé. Ça a été un historique d'intégration des immigrants difficile, peut-être de sélection qui n'était pas optimale. Et ce que j'essaie d'amener, c'est une compréhension qu'on est dans un nouveau monde. Le mot à la mode, c'est un nouveau paradigme. Et vous dites que c'est un signal d'alarme. Moi, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de signaler non pas l'alarme, mais de signaler l'opportunité. Devant nous, il y a quelque chose d'exceptionnel qui peut se produire, qu'on n'a pas connu, et c'est le Québec, une machine économique, une machine qui crée de la valeur, une machine qui est capable de faire en sorte que les citoyens vivent bien. Et dans cette équation-là, vous l'avez dit, la main-d'œuvre, le talent est important. Et c'est là où on dit, si on ajuste cet ingrédient-là, j'ai listé toutes les autres décisions qu'on est en train de prendre qui sont des bonnes décisions. Ouais. Il y a celle-là qui est nécessaire aussi. Ouais. Très d'accord avec vous. Vous répondez quoi à quelqu'un qui vous dit que pour contribuer à régler le problème du manque de personnel, il faut rendre les postes vacants plus attrayants pour les Québécois? C'est clair que la hausse des salaires est importante et on l'observe, je l'ai dit, depuis février dernier, 5 points de pourcentage s'est élevé. Ça correspond à des signaux d'inflation si c'est débridé, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Le défi, c'est que si ça se produit trop rapidement, autrement dit, si le resserrement du marché de l'emploi fait en sorte que la pression sur les salaires est trop rapide, il y a beaucoup de PME qui n'auront pas le temps de s'ajuster, d'ajuster leur niveau de productivité et de rentabilité pour pouvoir verser ces salaires-là. Et on va avoir énormément de déstructuration chez des petites PME. Et donc, l'idée, c'est de s'assurer qu'au fur et à mesure que les salaires vont augmenter, que ce soit par migration vers des meilleurs emplois ou une amélioration de la productivité et des emplois, que ça se fasse avec une certaine trajectoire douce sur quelques années. Donc, je pense que de facto, la théorie économique le prédit, les emplois non comblés vont chercher à se combler en devenant soit des meilleurs emplois, soit en remplaçant les humains par des machines, soit en cessant d'exister. Mais il ne faut pas que ça se passe de façon trop brutale parce que les PME vont avoir de la difficulté à absorber le choc. Malheureusement, ça a été ça la déclaration du Premier ministre aujourd'hui.
Et c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on cible plusieurs régions, et je sais l'impact, et vous le savez mieux que moi. Vous êtes en contact avec plusieurs PME, et pour moi, déclarer une chose pareille, probablement, il y a un manque de sensibilité par rapport aux enjeux des PME, surtout par rapport au capital humain. C'est clair que je partage avec le premier ministre l'objectif que les emplois deviennent de plus en plus rémunérateurs et de meilleurs emplois. Ce que moi je dis, c'est qu'il faut le faire avec un certain rythme. Et si le choc est trop brutal, ça va affecter la survie d'entreprises qui présentement n'ont pas les moyens d'améliorer rapidement ces emplois-là. Vous avez évoqué à la fin de votre excellente présentation, pour vous, le nationalisme économique, c'est aussi hausser les seuils. Ouais. Je peux dire que c'est toute une déclaration venant du PDG de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Hein? C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Et je l'aime et je la partage avec vous. Vous dites quoi aux détracteurs du nationalisme économique? Moi, ce que je pense, c'est que toutes les sociétés ont le droit de rêver, de réussir leur croissance, de réussir leur économie, puis que le Québec, la société québécoise a le droit, et que depuis des décennies, on a été pris dans des situations économiques difficiles, et qu'on a devant nous l'occasion collectivement d'avoir une croissance économique extrêmement forte. Et on a le droit de le vouloir, et on a le droit de s'organiser pour l'avoir. Et que le geste à poser présentement, qui est un geste de l'ordre du nationalisme économique, c'est d'accueillir plus de talents, plus de cerveaux, plus de bras pour contribuer à cette croissance économique. Et l'immigration fait partie de la solution. Le ministère et le ministre préparent une déclaration au mois de novembre. Cette déclaration, ça va être pour la prochaine planification des 2 prochaines années. Si je vous dis qu'on maintient le seuil à 40 000, pour être juste, 43 000. Est-ce que pour vous, on met fin à notre nationalisme? Moi, je pense que ce serait maladroit. Je pense que dans le contexte actuel des besoins de l'économie, ce serait s'attacher les mains. Ce serait s'empêcher de profiter du momentum économique qui s'en vient. Je pense que ça ferait souffrir beaucoup d'entreprises. Ça ferait souffrir beaucoup d'entreprises en région et à Montréal. Je pense que ça ferait souffrir des employés actuels qui vont voir leur entreprise moins investir parce que les ressources, les talents ne seront pas là au rendez-vous. Et puis finalement, ce que je pense, je vais vous dire bien humblement, c'est que je ne pense pas que ça sera soutenable. Je pense que si on le fait, on va s'apercevoir que les Québécois vont réclamer fort qu'on augmente les seuils et qu'on va devoir corriger le tir. Malheureusement, les écoles de pensée disent le contraire. Les Québécois, ils ont élu un gouvernement le 4 octobre en se basant qu'il va baisser les seuils et que ça tient la route. Et le gouvernement doit tenir sa promesse, mur à mur, de garder les seuils à 40 000. Vous leur dites quoi aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas, moi, quand on élit un gouvernement, si on les lit sur un seul élément de son programme. Alors, je ne sais pas pourquoi les Québécois, j'imagine qu'il y avait des bonnes raisons collectivement pour décider de ce gouvernement. Ce que je pense, c'est qu'en même temps, la réalité change, l'information s'accumule et qu'éventuellement, une bonne décision devient une mauvaise décision et on a le droit de corriger le tir. Et moi, j'ai toujours dit qu'un nouveau gouvernement doit examiner la situation et peut, à l'occasion, admettre ou reconnaître que ce n'est plus approprié de procéder comme on l'avait promis. Dans ce cas-ci, c'est clair dans mon esprit que le gouvernement devrait reconnaître que le Québec a besoin de davantage de bras, de davantage d'immigrants. Donc, on a entendu le premier ministre dire que parmi ses priorités, c'est l'économie. Pour la prochaine session, du moment qu'on a réglé d'autres dossiers à l'avant-dernière. Et l'économie, elle est sur sa table. Pensez-vous qu'on se donne vraiment les outils pour dire que la priorité est l'économie si on oublie le capital humain? Bien, je vais renverser votre question en disant que sur tous les autres chantiers, j'observe un gouvernement qui met de l'avant les enjeux économiques. Alors, les décisions sont là. J'ai parlé de ce que fait le ministre Fitzgibbon, de ce que veut faire le ministre Girard des surplus, de ce que fait le ministre Roberge, de ce que fait le ministre de l'Immigration. C'est clair dans mon esprit qu'il manque seulement un élément à cette recette, un élément à cette décision, et c'est de revoir à la hausse les seuils d'immigration. Mais donc, si vous me demandez, est-ce que le gouvernement travaille à renforcer l'économie du Québec, moi, je vous dis oui. Il manque un élément, et c'est pour ça qu'on est consulté. Oui, mais merci de clarifier que c'est un élément aussi important, le capital humain, parce qu'on peut espérer la croissance économique qu'on veut,
Quelqu'un avant vous l'a dit, si on manque de bras, on manque de bras. Oui, pour la robotisation, mais ça prend aussi des bras, un capital humain qui va innover, surtout si on veut être leader au niveau de l'intelligence artificielle. Ma dernière question, ça va concerner le programme où le ministère a mis en plein été les étudiants internationaux. Brièvement, que pensez-vous de ce moratoire? Je l'ai dit clairement, je pense que le gouvernement a exprimé son intention de relancer le programme le plus tôt possible. On a entendu parler du 1er novembre. On invite le gouvernement à le faire le plus tôt possible. On avait demandé explicitement au gouvernement de s'assurer que personne en entreprise présentement ne soit forcé de quitter le Québec et donc d'y accorder la priorité absolue. Ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement, avec ses moyens limités, a choisi de se focaliser sur cette priorité-là et de suspendre temporairement. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, si le ministre veut bien demander des sommes supplémentaires pour s'assurer qu'il puisse traiter tous les dossiers, à l'avenir, on va le supporter et on demandera au ministre des Finances d'accéder à sa demande. Merci, M. Leblanc. Merci. Ça conclut le bloc d'échange avec le parti formant l'opposition. Nous passons maintenant à la deuxième opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, la parole est à vous. Merci. Bonjour, Monsieur Leblanc. Dans votre mémoire, vous avez montré un tableau indiquant les taux de chômage des communautés issues de l'immigration. Très intéressant, moins de 5 ans et plus de 5 ans. C'est une donnée très intéressante. On voit que ça baisse à travers. Donc, plus longtemps qu'on reste ici, les taux de chômage des gens issus de l'immigration baissent, mais il reste quand même toujours un peu plus élevé. Évidemment, il baisse en période de croissance économique. On a reçu des organismes communautaires qui nous ont indiqué l'existence d'un certain des billets dans l'embauche qu'ils appellent des billets discriminatoires, qui font en sorte que les candidats de l'immigration sont laissés de côté. Et ça diminue en période de pénurie de main-d'œuvre, parce que vous l'avez indiqué tantôt. Et donc, il mettait de l'avant la nécessité des sensibilisations, des programmes d'accompagnement des employeurs, surtout des petits employeurs, des PME, qui n'ont pas de gros départements de ressources humaines, etc. Et est-ce que vous seriez favorable, est-ce que vous reconnaissez cette situation-là, et vous seriez favorable à un programme d'accompagnement des employeurs pour reconnaître les talents? Alors, c'est un phénomène qu'on a observé. Je vous rappelle que depuis maintenant près de 10 ans, on a un programme qui s'appelle maintenant Interconnexion. C'était Cap sur le monde, un petit projet pilote il y a 10 ans, et qui vise justement à intégrer des immigrants qualifiés dans leur domaine de compétences, alors qu'ils n'ont jamais eu d'emploi dans ce domaine-là. Et donc, on est aux premières loges de ce contact avec des entreprises, potentiellement des employeurs. On a observé des résistances. On a observé des employeurs qui n'étaient pas habitués à avoir des immigrants, qui avaient des préjugés. On a observé aussi des employeurs qui, pour la première fois, acceptaient d'en évaluer, de recevoir les CV, de recevoir ces gens-là. Et ce qu'on observe présentement, c'est que la pression sur l'embauche fait en sorte qu'il y a de moins en moins de ces comportements-là. Ce qu'on pense qui est structurel puis qui change, c'est que présentement, il y a énormément d'entreprises qui embauchent leurs premiers immigrants, qui n'en ont jamais eu avant, et qui sont en train de démystifier c'est quoi un immigrant, que c'est quelqu'un qui travaille fort, que c'est quelqu'un qui veut réussir sa vie comme n'importe quel autre employé, que c'est quelqu'un qui s'intègre bien si on l'accompagne. Et ce qu'on pense, c'est que structurellement, les entreprises, les petites entreprises, les départements de ressources humaines vont être de plus en plus à l'aise de lire des CV d'immigrants, d'embaucher des immigrants. Et on pense que la situation qu'on a connue dans le passé va être soit éliminée, soit beaucoup moins dans l'avenir. Le bloc d'échange. Très bien. Merci. Maintenant, la parole est au troisième groupe d'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Leblanc. J'aimerais revenir sur un échange que vous avez eu avec le ministre concernant la régionalisation. Vous avez dit que vous étiez en faveur, mais que ça ne devrait pas être fait au détriment de Montréal et surtout qu'on ne devrait pas prioriser les régions pour certains emplois ou pour l'arrivée d'immigrants. Jusque-là, je pense que je reprends vos propos. Là, je serais d'accord pour accorder la priorité. C'est-à-dire, je serais d'accord pour qu'on reconnaisse dans l'évaluation et dans les critères qu'on accorde une certaine pondération plus favorable à des immigrants qui vont répondre à des besoins en région. Mais ça ne doit pas se faire dans une optique où on maintient le chiffre limité, et donc ça veut dire que ça ferme la porte à un besoin d'une entreprise de Montréal. Donc, accorder la priorité, c'est reconnaître qu'on va focaliser sur ces besoins en région en premier, mais que s'il y a des entreprises de Montréal qui ont des besoins, on va les traiter également.
Puis j'aimerais continuer sur le sujet pour savoir, juste parce que je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de la région métropolitaine. Moi, je suis une députée de région, je suis une jeune qui a fait le retour en région, mais on perd énormément de jeunes qui s'installent dans les grands centres. Donc, c'est l'exode des cerveaux, des bras, de tout. Donc, c'est sûr que pour nous, pour pallier à ça, l'immigration est une solution. Est-ce que vous seriez, par exemple, en faveur qu'il y ait de la promotion qui se fasse dans les grands centres pour dire quels sont les besoins en main-d'œuvre et tout, qu'il puisse avoir quand même une collaboration entre Montréal et les régions? Tout à fait. En commission parlementaire précédente, je l'ai offert à plusieurs reprises. On a présentement un système à Montréal où des entreprises terrain détectent des immigrants qualifiés qui n'ont pas trouvé d'emploi dans leur domaine de qualification. On a des entreprises qu'on sollicite qui ont des besoins non comblés et on est un marieur. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, on serait très heureux de travailler avec des organismes en région qui travailleraient avec des employeurs et qui nous transmettraient les besoins. Et nous, à travers le bassin à Montréal, on pourrait proposer à des gens d'aller voir dans les régions, d'aller voir ces emplois-là et de se déplacer. C'est clair qu'aller en Gaspésie pour des immigrants, ça coûte des sous. Donc, ça prendra un programme qui non seulement nous soutient avec les organismes terrain dans les régions pour faire ce mariage, si on veut, mais aussi pour accompagner ces immigrants. Il y a d'autres organisations qui ont commencé à le faire. La Fédération des chambres de commerce a commencé à le faire. On pense qu'on pourrait faire partie de la solution puis accroître les volumes. Merci. Monsieur Leblanc, merci beaucoup pour votre contribution à la commission. Ça a été très apprécié. Je suspends momentanément les travaux pour permettre au prochain groupe de prendre place.